Mes chers compatriotes, je veux vous parler aujourd'hui d'un débat que l'on voit ici ou là dans les médias et que l'on voit beaucoup sur Internet, et en particulier un certain nombre de trolls qui viennent parfois sur la page de mon compte Twitter. Et le débat consiste à faire croire aux Français que si vous n'êtes pas rangé directement derrière le régime ukrainien, si vous militez pour la paix, si vous estimez que les Russes ont eu des raisons sérieuses d'intervenir en Ukraine après 8 ans de bombardement au Donbass, si vous estimez que la presse française est beaucoup trop alignée sur la vision américaine des choses alors que les choses sont beaucoup plus compliquées, si vous n'avez pas envie de soutenir le régime néo-nazi de Kiev et sans compter les liens avec cette escroquerie générale que représentent FTX et M. Bankman-Fried, qui était, comme on le devine maintenant, un proche de Zelensky. Bref, si vous vous opposez à la pensée dominante, eh bien, il y a un mot qui claque comme ça sur Internet ou à la télévision, eh bien, vous seriez des collabos. J'ai vu qu'on me reprochait d'être un collabo de Poutine. J'ai vu que l'on me reprochait aussi d'être une espèce de daladier qui, en 1938, avait participé à la conférence de Munich et, en fait, avait tout cédé devant Adolf Hitler. Et vous avez vu dans tous les médias qu'il est très largement question de comparer constamment Poutine à Adolf Hitler. Alors, je voudrais consacrer cette petite vidéo pour un petit peu clarifier les choses et appeler mes compatriotes à faire preuve de discernement face à la propagande, à creuser le sujet, à s'intéresser à l'histoire pour ne pas faire de mauvaises interprétations. Parce qu'en fait, on a une réinterprétation de l'histoire, une inversion quasiment systématique des valeurs et des positions des uns et des autres. Alors, je voudrais dire d'abord, c'est quoi la collaboration ? À l'origine, c'est un mot formé à partir du latin avec comme constitution, c'est cum statuere, se réunir ensemble. Comprendre, c'est cum prendere, c'est prendre ensemble. Eh bien, collaboration, c'est cum laborem, c'est travailler ensemble. Donc, un collaborateur, c'est quelqu'un qui travaille avec, qui travaille ensemble. Ça, c'est a priori un mot neutre. D'ailleurs, on l'utilise dans la vie quotidienne. Quand vous dites, par exemple, vous êtes au travail, vous avez des collaborateurs. Ce sont des gens qui travaillent avec vous ou qui travaillent sous l'autorité d'un même chef. Bien. Mais en français, ce mot a pris une connotation très particulière à partir de 1940, et tout particulièrement du mois d'octobre 1940. Une réunion est organisée dans la petite ville de Montoire, c'est dans le Loir-et-Cher, dans la gare de Montoire, où le train de Hitler s'arrête et où Pétain, venant de Vichy, est allé le rencontrer. Alors, il y a une photo qui est très célèbre, où on voit justement Pétain qui serre la main de Adolf Hitler, qui est à l'époque donc à la fois le chancelier du Reich, mais surtout le Führer, le directeur, le chef, le leader de l'Allemagne hitlérienne. Cette rencontre a lieu le 24 octobre 1940. La photo, évidemment, fait le tour du monde. Mais il faut savoir, alors les entretiens, on ne sait pas exactement ce qui s'est dit, le verbatim, comme on dit, mot à mot ce qui s'est dit, mais ce que l'on sait, c'est que 6 jours après, le 30 octobre 1940, le maréchal Pétain fait une allocution radiodiffusée depuis Vichy, comme il en a pris l'habitude de parler aux Français au coin du feu pour leur dire l'état de la situation. Et c'est dans cette allocution du 30 octobre 1940 que le maréchal Pétain va utiliser le mot de collaboration. Et il l'utilise dans un paragraphe qu'il faut vraiment que vous connaissiez, tellement il est révélateur de beaucoup de choses. Le paragraphe, c'est le suivant, le passage de son discours est le suivant. Il dit « C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. » La collaboration avec l'Allemagne nazie. La première chose qui frappe
quand vous revenez à ce discours d'origine, c'est que la collaboration est absolument indissociable de la pensée de Pétain, on le voit, c'est dans la même phrase, c'est à 2 à 3 mots d'intervalle, du nouvel ordre européen. Alors évidemment, ce passage du discours n'est pas enseigné dans les écoles. On n'en parle pas beaucoup. Parce que la collaboration est devenue une ignominie, puisque c'est en fait la France qui se soumet au régime abject d'Adolf Hitler. Mais en revanche, le nouvel ordre européen, dont on a fait en sorte d'essayer de cacher aux Français que c'était le projet hitlérien, je renvoie ici à mes conférences sur les origines cachées de la construction européenne. Eh bien là, en revanche, c'est formidable. On nous explique aujourd'hui que rien n'est mieux que la construction européenne. Alors je voyais aussitôt des gens qui vont se récrier en disant mais ça n'a rien à voir, c'est honteux, c'est scandaleux. Non, 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 c'est pas scandaleux, c'est pas honteux, ça a tout à voir. Il s'agit bien de bâtir un nouvel ordre européen à l'époque, avec Adolf Hitler, avec Mussolini en Italie. Et j'ai eu l'occasion, je renvoie à ma conférence sur les origines cachées de la construction européenne, de signaler le rôle de personnalités éminentes, côté nazi notamment, de Walter Hallstein, qui était l'un des juristes les plus proches de Adolf Hitler, qui participera d'ailleurs au voyage, à un voyage d'Hitler en Italie pour la rencontre avec Mussolini, et Walter Hallstein qui à la fois mettra sur pied les prémices de l'organisation de cette nouvelle Europe sous domination de l'axe Hitler-Mussolini, mais ce même Walter Hallstein qui ensuite portera sur les fonds baptismaux le projet de traité européen de 1957, le traité de Rome, et deviendra le premier président de la Commission européenne. C'était un ancien nazi, n'en déplaise à tous ceux qui veulent cacher absolument que Walter Hallstein était un juriste nazi. Alors, la première chose que je voudrais dire dans mon propos d'aujourd'hui, c'est que la collaboration, c'est bien dans le cadre d'un projet européen. Et c'est également dans le cadre de collaborer avec quelqu'un qui vous a subjugué, qui vous a mis sous son joug, qui vous a dominé. C'est parce que la France a été envahie par l'Allemagne que Pétain dit on va collaborer à ça. Alors maintenant, je voudrais comparer avec la situation d'aujourd'hui. Et avant de comparer avec la situation d'aujourd'hui, je voudrais rappeler quand même des éléments fondamentaux aussi de l'histoire de France. Qui a déclaré la guerre en 1900 pour la Seconde Guerre mondiale? Je ne suis pas sûr, malheureusement, que tout le monde le sache. Eh bien, ce n'est pas Adolf Hitler qui a déclaré la guerre à la France, c'est la France qui a déclaré la guerre à Adolf Hitler. Pareil, c'est l'Angleterre qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Ça s'est passé le 3 septembre 1940, c'est-à-dire un mois et demi avant l'entrevue de Montoire dont je parlais à l'instant. Et pourquoi l'Angleterre et la France ont-elles déclaré la guerre à l'Allemagne? Parce que l'Allemagne, depuis le milieu des années 30, était devenue une puissance en pleine croissance, notamment militaire, et l'Allemagne n'avait pas caché son dessein qui était d'agglomérer à elle les pays de langue germanique pour en fait revenir sur les décisions qui avaient été prises à la fin de la Première Guerre mondiale et qui, avec notamment les nationalités, c'est-à-dire les points de Wilson, on avait créé des nouveaux pays pour tenir compte des nationalités, mais il est vrai que ce principe n'avait pas été appliqué aux germanophones et donc Hitler considérait que c'était absolument injuste et voulait récupérer dans le Reich l'Autriche, qui avait été un des démembrements de l'Empire austro-hongrois, et puis les Sudètes, qui étaient la partie occidentale de la République tchécoslovaque. Et donc, vous connaissez cette histoire, du moins je l'espère. En 1938, l'Allemagne procède à l'Anschluss, c'est-à-dire l'unification de l'Autriche avec le Reich nazi. Donc les démocraties occidentales voient ça avec beaucoup d'inquiétude parce que on sait par ailleurs
que le régime hitlérien n'est pas un régime d'enfant de cœur. 1938, il y a eu en 1935 les lois de Nuremberg qui sont des lois de ségrégation raciale et antisémite. Et en 1938, il y a eu la fameuse nuit de cristal qui est un pogrom à l'échelle nationale qui a lieu en Allemagne hitlérienne et avec des milliers d'exactions, des assassinats de juifs, des bris de glace qui ont donné leur nom à cette campagne. Donc on sait très bien qu'en fait le régime installé par Adolf Hitler est un régime tyrannique d'oppression et d'oppression raciale et en particulier antisémite. Mais en 1938, la force va du côté de l'Allemagne et lorsque l'Autriche, dont est originaire Adolf Hitler, ne l'oublions pas, demande son rattachement à l'Allemagne, eh bien les démocraties occidentales laissent faire. Puis vient l'affaire des Sudètes, c'est-à-dire donc de cette région de la République tchécoslovaque à l'ouest, peuplée de germanophones, et dont Hitler demande le rattachement. C'est ça qui va mener à la conférence de Munich, où vous avez Chamberlain pour le Royaume-Uni et Daladier pour la France, qui vont rencontrer Hitler, lequel est accompagné du comte Ciano, qui est le gendre de Mussolini. Tout le monde se rencontre et à l'issue de cette conférence de Munich, eh bien, l'Angleterre et la France acceptent que l'Allemagne mette la main sur les Sudètes. C'est ce qui fera dire ensuite l'esprit munichois, l'esprit de Munich, c'est-à-dire cet esprit d'abandon face à un pays qui ne cesse que d'accumuler des proies territoriales. Et enfin, c'est lorsque l'Allemagne intervient en Pologne en 1939, notamment avec une affaire de provocation, avec une attaque sous faux drapeau, que lorsque les Allemands entrent en Pologne, à ce moment-là, l'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. L'Angleterre et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Il s'agit donc d'une guerre préventive. Il s'agit d'une guerre pour dire stop à l'expansion territoriale de l'Allemagne hitlérienne. On est bien d'accord avec ça. Alors aujourd'hui, nous sommes de comparer Poutine et Hitler. Mais ça n'est pas la bonne comparaison. Et la Russie n'a pas été en permanence en train d'essayer d'envahir ses voisins. C'est le contraire qui est vrai. Depuis 1991 et l'effondrement du camp socialiste et la dislocation de l'Union soviétique, le rôle, je suis désolé de le dire, même si bien sûr les régimes n'ont rien à voir, mais en termes géopolitiques où l'on fait abstraction de la nature des régimes, en termes géopolitiques, le rôle d'Adolf Hitler, c'est celui que tient aujourd'hui l'OTAN. C'est-à-dire que depuis 1991, l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et leurs colonies en Europe, n'ont cessé de grignoter l'espace qui protégeait la Russie. D'abord en faisant entrer tous les pays de l'Est européen dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne. C'est le fameux voyage et le discours de George W. Bush à l'université de Varsovie en juin 2001. Et ceci alors même que son père, qui avait été président des États-Unis, avait, paraît-il, juré à Gorbatchev que les États-Unis ne profiteraient pas de l'effondrement de l'URSS pour pousser leur avantage. Alors, il y a des gens qui disent que ça n'a jamais été acté, c'est pas tout à fait vrai. Il y a en revanche Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand, qui a confirmé que c'est vrai, que ça avait été dit. En tout cas, il n'y a pas de texte écrit qui a gravé dans le marbre cette affaire, mais des promesses orales auraient été faites. Mais combien même, d'ailleurs, n'auraient-elles pas été faites, si vous vous mettez un instant à la place de la Russie, vous voyez d'un seul coup que tout le glacis de protection géopolitique qui avait été conquis à la fin de la Seconde Guerre mondiale par Staline est grignoté année après année par les États-Unis d'Amérique. De telle sorte que il faut comprendre que, vu de Moscou, ils se sentent exactement comme Paris ou Londres entre 1938 et 1939 en voyant Adolf Hitler gangrener progressivement les pays alentours. On en était arrivé là lorsque les deux derniers États qui assurent la protection de une espèce de tampon entre la Russie et l'Europe occidentale et l'OTAN sont la Biélorussie et l'Ukraine. Sachant que par ailleurs la Finlande n'était pas membre de l'OTAN. C'était l'ultime protection, l'ultime zone qui évitait la rencontre brutale, frontière contre frontière,
de la Russie et d'un pays membre de l'OTAN. Et c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, puisque la Biélorussie est un État satellite de la Russie, ne pose pas de problème vu depuis Moscou. Mais en revanche, la prochaine entrée de la Finlande dans l'OTAN pose un sacré problème à Moscou, puisque ça veut dire quand même, je crois, 1500 ou 1800 kilomètres de frontières entre la Finlande et la Russie, donc entre un pays qui serait membre de l'OTAN. Mais surtout, bien sûr, l'Ukraine. L'Ukraine qui est le gros morceau. L'Ukraine, qui est une large partie de l'Ukraine, fait partie intégrante de l'histoire russe depuis des siècles, notamment depuis le traité dont j'ai plusieurs fois parlé de Péreyaslav de 1654, qui a rattaché la rive de gauche du Dniepr à la Russie, à l'empire des tsars. Donc, il faut bien comprendre que, vu de Moscou, il y a une menace immédiate sur la sécurité. Et comme par ailleurs, à partir de 2014, les États-Unis ont organisé la révolte du Maïdan, la révolution, pour en fait installer à Kiev un régime favorable à l'OTAN et aux États-Unis, la menace est devenue critique pour la Russie. Ça s'est concrétisé par les bombardements. Je renvoie à ma vidéo sur l'histoire de l'Ukraine. Les bombardements pendant 8 ans, de 2014 à 2022, du régime de Kiev sur les populations russophones du Donbass. Donc lorsque Poutine intervient militairement en Ukraine, ça n'est pas bien, mais c'est quand même exactement ce qu'ont fait les Français et les Anglais quand ils ont déclaré la guerre à Hitler en 1939. Qui oserait dire aujourd'hui que la France ou l'Angleterre ont eu tort de déclarer la guerre à Adolf Hitler en 1939 ? Il faut savoir qu'il y en a qui le disaient. C'était justement Pétain et les collabos. Justement, ceux qui voulaient collaborer avec l'Allemagne dans les années 1940, 41, 42 n'arrêtaient pas de dire que l'Allemagne ne nous avait rien fait et que c'était scandaleux de devoir déclarer la guerre à l'Allemagne. Donc, lorsque certains disent Poutine est intervenu dans des pays comme l'Ukraine, c'est scandaleux, il est comme Hitler, moi j'aurais plutôt tendance à comparer ça à la déclaration de guerre de la France et de l'Angleterre face à une menace grandissante qui est celle de l'OTAN. Je voudrais ajouter encore des éléments sur cette affaire. C'est que être collabo, c'est forcément être dominé par quelqu'un qui est présent sur le territoire. Que je sache, la Russie ne dirige pas la France. Donc les gens qui traitent de collabo ceux qui voudraient qu'il y ait un accord de paix avec la Russie se moquent du monde. Ça n'est pas être collabo que de proposer qu'il y ait une entente avec un pays qui ne nous domine pas. Mais est-ce qu'il y a une puissance qui nous domine, qui occupe la France aujourd'hui ? La réponse est oui. Et ça n'est pas la Russie. La réponse, oui. Ce sont les États-Unis d'Amérique qui dominent la France. Tout le monde le sait. Ça a été théorisé, ça a été pointé du doigt, ça a été dénoncé évidemment par Charles de Gaulle lorsqu'il a demandé la fermeture des bases militaires de l'OTAN en 1966. Ça a été dit expressément par François Mitterrand, à la fois dans le dernier Mitterrand, mais aussi par les nombreuses conversations privées qu'il a eues, notamment avec sa femme Danielle Mitterrand, qui le rappelait. Toute la France, et il suffit de voir actuellement Macron, qui est un supplétif des États-Unis. Donc être aujourd'hui collabo en France, ça n'est pas être travaillé avec la Russie, mais la Russie n'est pas présente. Les collabos, je suis désolé de le dire, sont ceux qui travaillent avec les forces d'occupation actuelles, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Le véritable collabo en France, c'est celui qui collabore avec cette puissance qui nous domine et qui nous impose ses choix géopolitiques et qui nous impose aussi d'ailleurs la destruction de notre propre économie. Il y a quelque chose d'important aussi, c'est le refus de l'histoire du côté des États-Unis. Joe Biden a soigneusement dans son discours
Un discours d'ailleurs où il était très désagréable, parlant d'une façon vociférant, agressif, alors que Poutine était plutôt assez équanime. Il lisait un discours, mais il n'a pas fait des embellies. Alors que on sentait que Joe Biden, il y avait quelque chose de très acrimonieux dans son propos. Joe Biden entretient ce mythe, en fait, qui est celui des médias occidentaux, c'est que tout se passe comme si tout avait commencé le 24 février 2022. Lorsque l'on dit, je vois des trolls d'ailleurs qui viennent sur nos pages Twitter. Dès qu'il y a une insulte, ils sont virés immédiatement. Mais je vois des trolls qui sont... Je ne sais pas dans quelle langue il faut leur dire que l'affaire n'a pas commencé le 24 février 2022. De telle sorte qu'il y a des gens qui comparent Poutine à Hitler en disant « Regardez, mais c'est une mauvaise comparaison, je l'ai déjà dit. » Parce que de la même façon que certains reprochent à Poutine d'être intervenu en Ukraine, je rappelle, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur les collabos, je vous y renvoie si vous ne l'avez pas vu, que c'était le discours des collabos français en 1941-1942 sous Vichy, dans l'entourage de Pétain ou de Marcel Déat ou de Doriot, enfin les grands collabos français. On expliquait aux Français que toute la Seconde Guerre mondiale venait en fait de la France et de l'Angleterre, qui avaient malencontreusement déclaré la guerre à l'Allemagne hitlérienne le 3 septembre 1939. Et que si ça n'avait pas eu lieu, on serait resté en très bons termes avec M. Adolf Hitler, qui était un homme tout à fait sympathique, avec lequel on aurait pu bâtir la nouvelle Europe. C'était le discours des collabos. Et les collabos, c'était absolument typique, refusaient de considérer que si le Royaume-Uni et la France avaient en effet déclaré la guerre à Adolf Hitler en 1939, après l'invasion de la Pologne, c'était pas sorti d'un chapeau, c'est parce qu'il y avait eu 6 ans auparavant, 6 ans et demi, entre janvier 1933 et septembre 1939. Pendant ces 6 ans et demi, les nazis avaient montré ce qu'ils savaient faire, si j'ose dire. Et donc pendant toutes ces années, j'ai oublié de mentionner le réarmement de la rive gauche du Rhin, j'ai oublié de mentionner les efforts militaires colossaux qui ont été faits par le Reich hitlérien dans les années 33, 34, 35, 36, 37. Voilà. Donc tout ceci, c'était un ensemble qui a expliqué pourquoi Londres et Paris ont fini par entrer en guerre contre l'Allemagne, à déclarer la guerre, parce qu'ils constataient que, en fait, le Reich hitlérien n'avait aucune promesse et continuait à s'étendre. Alors certes, il n'attaquait pas la France pour le moment, mais enfin, ils continuaient à s'étendre et à étendre leur emprise et par ailleurs à dynamiser leur force militaire. Si on veut bien comparer ça avec ce qui se passe, de la même façon que les collabos français en 1941-1942 refusaient que l'on parlât de ce qui s'était passé entre janvier 1933 et septembre 1939, de la même façon, les collabos des États-Unis d'Amérique dans notre pays refusent absolument que l'on parle de ce qui s'est passé au cours des 8 ans entre 2014, la révolution du Maïdan, et le 24 février 2022. Pour eux, ça n'existe pas. Or, pendant ces 8 années, le régime qui a été renversé par les États-Unis d'Amérique, on sait que c'est une révolution de couleur, que ce soit le président Porochenko ou le président Zelensky, n'ont pas arrêté d'armer l'Ukraine secrètement. Et on le sait puisque Mme Merkel et M. Hollande ont expliqué que les accords de Minsk, en fait, avaient servi à gagner du temps. Si on veut bien entrer dans cette comparaison, vous vous apercevrez que les accords de Munich de 1938, c'est un peu la même chose que les accords de Minsk. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre se sont fait enfumer par Adolf Hitler avec les accords de Munich. Ils ont cru qu'ils avaient gardé la paix. De la même façon, je suis désolé de le dire et de nuire au narratif euro-atlantiste, de la même façon que Vladimir Poutine, il a signé les accords de Minsk, il s'est fait enfumer par les Occidentaux. Il a cru que c'était un moyen d'assurer la paix. Il a cru que par les accords de Minsk 1 et 2, les Ukrainiens accepteraient de donner une autonomie au peuple du Donbass, d'autoriser qu'ils parlent le russe, etc., etc. Et en fait, ils n'en ont rien fait. En fait, ils n'en ont rien fait. De la même façon que Hitler, à peine l'accord de Munich de 1938 était-il signé, qu'il envisageait tout de suite d'envahir la Pologne,
De la même façon, le régime Porochenko puis Zelensky a en réalité, à peine avait-il signé les accords de Minsk, il en a profité pour s'armer et pour aller bombarder les populations du Donbass avec des crimes épouvantables, comme à Odessa d'ailleurs, vous le savez peut-être. D'ailleurs, ce ne sont pas des affabulations. Il y a quand même cette révélation extraordinaire dont je parlais à l'instant, que Mme Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, et le président français Hollande ont eux-mêmes reconnu que l'Allemagne et la France, qui dans les accords de Minsk avaient donné leur signature officielle, comme quoi ils étaient les puissances garantissant l'accord, en réalité ne l'ont pas fait puisque c'était simplement pour gagner du temps, pour permettre à l'Ukraine de préparer justement leur division et leur armement. Alors ça, c'est quelque chose qui n'a pas le droit d'exister à la télévision française. Ou plus exactement, quand quelqu'un en parle, c'est toujours accueilli avec un silence de cathédrale. Et on a affaire à des gens qui bug. Voilà. C'est-à-dire, quelqu'un, quand vous dites ça, moi j'en ai eu l'occasion de le dire, à des gens qui défendaient la position de Zelensky, quand vous leur dites ça, rien. Ils ne répondent pas, ils passent à autre chose, et donc ils continuent. Pour eux, ça n'existe pas. Je ne sais pas comment il faut leur dire que de la même façon que il y avait eu les 6 ans d'Adolf Hitler avant 1939, il y a eu les 8 ans du régime Porochenko-Zelensky avant 2022. C'est d'ailleurs pas la seule chose. Ce qui est absolument extraordinaire aussi, c'est de voir M. Biden qui présente la Russie comme un État terroriste et qui présente également l'OTAN comme une alliance extraordinaire pour défendre les démocraties. Voilà, qu'il faut surtout pas toucher à un cheveu d'un État de l'OTAN, que si jamais la Russie s'avise d'intervenir, de mettre un pied dans un pays de l'OTAN, ça serait tout l'OTAN tout entier serait vent debout. C'est quand même il faut quand même avoir honnêtement chapeau l'artiste. Il faut quand même avoir un certain bagou, un certain culot, quand on sait par ailleurs que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont commis un acte de guerre contre l'Allemagne et la France en plastiquant les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. C'est d'ailleurs quelque chose de très extraordinaire, ça aussi. C'est que les médias n'en parlent pas. Cette affaire de Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui n'en est qu'à ses débuts, parce qu'il faut bien voir que la Russie porte l'affaire devant le Conseil de sécurité et maintenant la République populaire de Chine. C'est quand même quelque chose, c'est un événement absolument majeur. C'est à partir de cet événement que les États-Unis coupent l'Europe occidentale de ses approvisionnements en hydrocarbures bon marché venant de Russie. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis nous fourguent leur gaz de schiste extraordinairement polluant à 3, 4, 5, 6, 7 fois le prix de revenus. C'est à partir de ce moment-là que les États-Unis imposent un système économique à l'Allemagne et à la France qui les ruine. Il n'en est pas question. Alors je vous renvoie à ma conférence que j'ai faite, ma vidéo que j'ai faite justement sur cette affaire Nord Stream. Et tout ça est évacué, tout ça est absolument évacué par Joe Biden, qui n'en parle pas et qui raconte ses salades habituelles sur les démocraties contre les pays autocratiques, autoritaires. C'est un discours de comédien, c'est un discours de théâtre, c'est un rôle qu'il tient. En définitive, c'était très ennuyeux, c'était très attendu, très attendu au sens très convenu. On savait ce qu'il allait dire, on n'a pas été déçus. Tout ça était en fait sans grand relief et surtout fondé sur des mensonges alignés les uns après les autres, parce que les gens sont quand même pas bêtes. Bien sûr qu'il y a des gens qui se nourrissent constamment avec les désinformations de LCI qui n'invitent toujours que le même type d'analystes. Mais il y a aussi beaucoup de gens en France comme ailleurs qui se renseignent et qui voient bien que ça marche pas, qui voient bien qu'il y a un truc, que c'est pas vrai, pourquoi va-t-on à une guerre mondiale pour défendre le régime Zelensky ?